Bonjour à tous. Pour la prochaine présentation, Jérôme Poyer nous présente les SEO et les clés du référencement sur le web. Merci. Bonjour, je me présente Jérôme Poyer, je suis senior digital stratégie chez VisiPlus. Je vais essayer de vous donner quelques tips et astuces pour survivre en 2015 en termes de SEO. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que chaque année, on me dit que le SEO est mort et à chaque fois que je fais une conf, elle est pleine à craquer. Donc, a priori, les gens apprécient encore le référencement naturel. VisiPlus, qui on est, pour certains d'entre vous, vous nous connaissez parce qu'on est le leader français du transfert de compétences. Vous connaissez VisiPlus Academy. On a formé plus de 5000 personnes sur les thématiques du marketing digital. Toutes les thématiques, acquisition, conversion, fidélisation. On a été nominé, on est double lauréat du Deloitte Phase 50 Technologies, avec une belle progression en termes de croissance, et on a fait pas mal de chemin depuis, puisque cette année, on est aussi encore nominé en tant qu'agence au Search European Marketing Awards, où la finale se tiendra à Berlin cette année, à la fin du mois d'avril. Donc, comme je vous l'ai dit, plus de 25 thématiques de formation, quelques nouveautés, des best-sellers. Je vous invite à prendre notre catalogue de formation qui vous attend soit à l'entrée, soit à la sortie. Un catalogue que vous pouvez aussi télécharger, bien entendu, totalement gratuitement sur notre site internet. On a rajouté depuis peu de temps maintenant des cycles certifiants, au nombre de 6. Donc un cycle référenceur web en 12 jours. Donc vous voyez que la preuve que le SEO c'est compliqué, 12 jours pour apprendre à faire du SEO. Chef de projet web, webmaster, webmarketer, responsable e-commerce, community manager. Ces cycles certifiants sont aussi maintenant disponibles en e-learning. Vous pouvez aussi sur notre site internet acheter la dernière version de notre livre, Les clés du référencement sur le web, post-Panda, post-Pingouin, post-Colibri, post-Pédélone, post la mise à jour du 21 avril qui arrive très bientôt. Pour ceux qui font de la veille SEO, et ceux qui savent de quoi je parle, c'est la mise à jour qui fait trembler un petit peu les SEO. Donc on va essayer d'aborder le sujet au cours de cette conférence. En préambule, sur le SEO, quelques chiffres. Aujourd'hui, le SEO, c'est quoi? En tout cas, principalement aux yeux de Google, puisque Google, c'est aux alentours de 90% de part de marché de la recherche, en France en particulier. Google est fortement apprécié des internautes francophones. C'est aujourd'hui 3000 milliards de pages web indexées par Google, 2,4 millions de requêtes effectuées par minute en 2014. C'est aussi, en termes de contenu, un blog créé chaque seconde, ce qui nous donne à peu près la bagatelle d'environ 86 000 blogs créés chaque jour. Le web, c'est aussi d'autres problématiques, peut-être purement franco-françaises. Vous voyez que 73% des sites francophones, des sites français, n'ont pas été mis à jour depuis plus d'1 an. 46% des contenus du web ne sont pas des contenus originaux. 46% des contenus présents sur le web sont des copier-coller. Et enfin, seulement 10% des sites français sont estimés Google-friendly par Google lui-même. Le monde a changé. Et le SEO aussi. Vous le savez, vous êtes peut-être passé au travers de quelques grandes mises à jour de l'algo, celles qui sont le plus connues, tellement connues qu'elles font même le journal de 20 h et Claire Chazal a parlé en fait de ces mises à jour. Donc c'est bien les plus emblématiques de Google, mais sachez qu'il y en a d'autres. Donc on a eu le droit en 2011 à Panda. Panda qui devait supprimer des data centers de Google, les sites web qui faisaient en fait un petit peu de keyword stuffing, c'est-à-dire en fait du bourrage de mots-clés, comme on le faisait il y a très longtemps en SEO. Donc Google Panda est venu pour nettoyer tout ça. Pingouin en 2012 pour l'abus de netlinking non naturel, réseau d'échange de liens, liens de mauvaise qualité, voire les annuaires. Ça fait un petit moment, moi, que je ne travaille plus du tout sur les annuaires. Je n'aime plus ça. D'ailleurs, Google dit que les annuaires ne sont faits que pour Google. Ils ne sont même plus faits pour les êtres humains. Donc, comme Google veut apporter du bonheur aux internautes, il estime que les annuaires n'ont pas de valeur ajoutée. Enfin, Colibri. Colibri, en 2013, qui est un des derniers en date, en fait, qui, lui, était plutôt basé, en fait, sur l'amélioration
des requêtes en langage naturel. On sait statistiquement, et je crois que j'en parle un petit peu plus loin, que le nombre de mots-clés insérés par les internautes dans les requêtes sont de plus en plus importants. Il y a quelques années, en fait, au début des années 2000, la majorité en fait, des requêtes étaient basées sur 1 voire 2 mots-clés. Aujourd'hui, on arrive à des requêtes qui dépassent 6 mots-clés dans une seule et même requête. Donc Colibri est venu améliorer tout ça. Enfin, la dernière, la plus connue, avant celle qui va arriver le 21 avril, c'est Pedalone, qui visait en fait à nettoyer les requêtes qui étaient très très spammy et les requêtes que beaucoup de SEO qualifient de gravées dans le marbre. Les requêtes un petit peu touchy, type assurance, mutuelle, crédit. C'est des requêtes qui sont très très complexes à positionner et sur lesquelles les sites qui sont d'ores et déjà positionnés dessus sont quasiment indéboulonnables. Et donc Pedalone est venu en fait diminuer l'impact en fait de ces sites sur certaines de ces requêtes. En fait, vous avez entendu parler de toutes ces requêtes, mais ce que Google ne vous dit pas, parce que Google ne vous dit jamais tout, c'est qu'en une seule année, en 2013, Google a fait 890 modifications de son algorithme. C'est-à-dire qu'en une seule année, Google a fait plus de mises à jour de son algo que dans toute l'histoire de Google. En un an, on est arrivé à un rythme de modification du système algorithmique de Google qui est d'ordre d'une centaine de modifications par mois. Alors, il y a celles dont on entend parler, celles qui sont fortement médiatisées, mais il y a des modifications de l'algo quasiment tous les jours. Alors, je vais essayer de vous donner, et c'est l'ADN de VisiPlus, on n'est pas dans la conservation en fait de nos recettes, on est dans le transfert de compétences, on essaye de vous donner des tips, des tuyaux, des astuces que vous retrouvez chez nous en formation. Ça va être le cas aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques petites passerelles pour passer 2015 en toute tranquillité. Donc qu'est-ce qu'on fait en 2015? On fait avant toute chose un site web pour les internautes. On ne fait pas un site web uniquement pour Google. Cependant, on fait un site web en fait pour des internautes qui utilisent des moteurs de recherche. Ce qui fait que ça complexifie un tout petit peu la problématique. Alors ce qu'on peut se demander, c'est comment en fait les internautes utilisent les moteurs de recherche. Donc ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de garder votre calme et d'essayer de comprendre. D'essayer d'avoir 2 coups d'avance, un peu comme aux échecs. Il va falloir identifier, anticiper et satisfaire les besoins de vos consommateurs. Je vais vous donner des exemples. Alors, c'est ce dont je vous parlais. C'est l'évolution en fait, du nombre de mots-clés dans les requêtes qui sont effectuées sur Google. Donc vous voyez qu'aux États-Unis, en fait, la répartition, elle est plutôt sur les 3 premiers mots-clés, sur 3 mots-clés. Donc la majorité des requêtes, quasiment 90% des requêtes se font sur 3 mots-clés. En France, on reste quand même un peu à l'ancienne. La France est un peu old school. On a gardé en fait en grande majorité un seul et unique mot-clé par requête. Ça change beaucoup. Hein. En termes d'évolution, on est sur des facteurs qui sont de l'ordre de plus de 20% chaque année, entre 1, 2 et 3 mots-clés par requête. Anticiper. Anticiper, comme je vous l'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, 15% des requêtes qui sont effectuées par Google n'ont jamais été faites par le passé. Les internautes innovent plus rapidement que les webmasters et les responsables de contenus éditoriaux. Il va falloir se creuser les méninges. Satisfaire, 50 à 60% des requêtes qui sont faites sur les moteurs de recherche sont des requêtes informationnelles. C'est-à-dire comment? Beaucoup de requêtes sont en fait des recherches de tutos, de savoir-faire, de comment faire. Vous avez du contenu, vos entreprises sont sûrement extrêmement légitimes pour essayer d'éduquer, de faire du leads nurturing par le biais d'une stratégie d'inbound marketing type SEO. Vous avez le droit de donner envie à vos utilisateurs d'apprendre grâce à la valeur ajoutée de vos contenus que vous devez produire en interne et peut-être que la mine d'or, elle n'est même pas disponible en ligne. 1996. Bill Gates dit « Content is king », le contenu est roi. Et il le restera toujours, ça c'est vrai. On va rajouter en 2015 que le contexte est la reine. Si le contenu est roi, le contexte de la page va être la reine. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas simplement du contenu pour du contenu. Il faut du contenu en fait pensé
pensez référencement universel. Rajoutez-y des médias, de la vidéo, des images. Essayez de socialiser le plus possible avec des social plugins pour que la page elle, puisse être partagée. Les signaux émis par les réseaux sociaux sont quand même un élément important d'une performance de positionnement SEO. À quelle hauteur? Je ne sais pas, je n'ai pas la recette miracle de l'algo de Google, sinon je ferai un deuxième Google. Donc je ne sais pas quel est, en termes de pourcentage, l'impact des social plugins sur votre référencement naturel, mais à n'en pas douter, vu les tractations que Google a avec Twitter en ce moment, puisqu'il veut maintenant indexer les tweets en temps réel, on peut imaginer que c'est un élément extrêmement important de la stratégie d'indexabilité des sites dans les mois et les années à venir. Pour moi, en 2015, le digital brand content, le brand content sera le meilleur ami des référenceurs. Alors c'est valable en 2015. Je vous assure une chose, c'est que ça sera valable en 2016, en 2017, en 2018 et encore pendant de très nombreuses années. Alors j'ai pris un exemple, j'aurais dû me masquer le logo, mais je me suis dit, si je prends des exemples de clients VisiPlus, vu qu'on travaille avec un environnement essentiellement B2B, j'allais vous sortir en fait des mots-clés très alambiqués, et vous allez me dire, oui, mais c'est normal que ça se positionne, le mot-clé est très peu recherché. Alors bon, j'ai essayé de prendre un mot-clé en fait très mass market, et je suis resté en fait sur la thématique porte de garage. Bon, pour vous avouer la vérité, j'étais en train d'en chercher une en même temps, à titre personnel. Donc, je suis tombé sur le contenu et je tenais à vous le faire partager. Et sachant en plus que j'apprécie beaucoup le travail de SEO des équipes de Leroy. Vous l'aurez deviné. Donc, on est sur une requête informationnelle, comme vous voyez le titre. Bien choisir sa porte de garage. On est sur un système en fait de silo sémantique. C'est-à-dire que la page, elle n'en renvoie pas de lien vers autre chose en fait que des thématiques liées à la porte de garage. Ils ont très fortement cloisonné le contenu des différents dossiers de manière très verticalisée. De surcroît, la page a du contenu pédagogique, des photos, des vidéos et un très bon cross-linking interne. C'est ça en fait le silo sémantique. C'est faire attention à ce que vos contenus, en termes de brand content, ne renvoient pas des liens vers autre chose en fait que la thématique et le champ lexical sur lequel vous avez envie d'être positionné. Vous pourrez me poser des questions à la fin si vous voulez un petit peu plus de détails. Et donc un magnifique dossier, comment bien choisir, de nombreuses pages, 4 pages, vous aurez besoin, les outils, les conseils, digital brand content, ce que je vous disais, ils ont du contenu, ils ont du savoir-faire, ils sont ultra légitimes pour expliquer, apporter du bonheur aux internautes. Et si finalement, grâce à ce site, je choisis bien ma porte de garage, vu l'expérience positive que j'ai en tant qu'utilisateur, il y a de fortes chances que j'achète aussi sur ce site. Et ça marche. Ça marche super bien. Ça marche super bien parce que sur une requête extrêmement concurrentielle avec plus de 2 580 000 résultats retournés par Google, pour ceux qui l'ignorent, c'est un bon tips. Le nombre de résultats, ce que j'ai encadré en rouge juste en dessous, le nombre de résultats renvoyés sur une requête de Google est un très bon indicateur de la complexité de positionnement. En dessous d'1 million, les SEO vous diront que c'est easy. Entre 1 et 2 millions, ça commence à se complexifier. Au-dessus de 2 millions, ça nécessite des sites très riches en termes de contenu éditorial, avec des autorités de domaine et des stratégies de netlinking qui sont extrêmement énervées. Ce n'est pas une requête facile à positionner. Porte de garage, j'aurais pas aimé avoir à faire ce job-là. Eh bien, regardez, sur la requête porte de garage, on voit que le site que j'ai choisi, il est bien rank 1, page 1. Dans les autres résultats, vous voyez avec le petit ad, c'est de l'AdWords. Donc, en tout cas, en termes de positionnement SEO, il est premier. Donc en 2015, une fois qu'on a fait tout ce contenu éditorial, on peut se dire très souvent en fait que la technique ne suffit pas. J'ai beaucoup de prospects ou de clients en fait qui viennent me voir et qui veulent en fait du SEO high level. Et on commence à parler code HTML très énervé. Honnêtement, c'est bien, c'est très sympa, mais ça suffit pas. Si vous pensez en fait qu'avoir un site ultra bien customisé en termes d'HTML va suffire à positionner sur des requêtes très concurrentielles, sur de la requête très lambda, ça va suffire.
sur de la requête un petit peu plus énervée en termes de volume de trafic, la techno suffira pas. Alors je vais quand même, parce que mine de rien, le SEO c'est aussi du contenu, c'est un petit peu de techno. Je vais essayer de vous donner quelques tips et astuces. La première chose qu'il faut faire, c'est vérifier l'indexabilité de son site. Avec ce petit gadget, vous connaissez peut-être tous sûrement, site de points, l'URL de mon site. Vous allez avoir en fait la liste exhaustive des pages qui sont indexées par Google. Vous allez donc pouvoir faire le tri entre les pages. Donc vous voyez que sur le site visiplus.com, on a 4730 pages qui sont indexées par Google. Et sur ces 4730 pages, grâce à ça, je vais pouvoir identifier en fait les pages qui sont des pages purement informationnelles, les pages qui ont de la valeur en termes de SEO pour moi, et les pages qui sont un petit peu inutiles. Et on a tous sur notre site internet des pages inutiles. Et bien pour ça, on va utiliser en fait un petit basique. Mais alors c'est un petit basique, quand je dis que c'est un petit basique, si vous saviez le nombre de sites qui n'ont pas un fichier robot.txt optimisé, c'est assez impressionnant. Donc il ne faut pas se sentir à l'abri, c'est pas pour moi, c'est que pour les autres. Je vous assure que si je mettais le nez dans votre robot.txt, je pense que je pourrais y découvrir des petites perles. Donc le robot.txt, ça sert à quoi? Ça sert à dire à Google, cette page elle n'a aucun intérêt pour toi en termes d'indexation. Je m'explique. Une page type mention légale. Personne n'ira taper dans Google mention légale de la société Intel. C'est ridicule comme requête. Que cette page elle ait du sens et de la valeur ajoutée sur votre site, bien entendu qu'elle est 100% légitime à être présente sur votre site web. Est-ce qu'elle a une valeur quelconque à être indexée et positionnée sur Google? Tout comme les conditions générales de vente, les mentions légales et plein d'autres pages sur lesquelles vous pouvez vous dire mais bon sang, quel internaute va me faire sortir cette page en requêtant directement Google? Donc vous avez un nettoyage à faire des pages inutiles de votre site chez Google. Ce qui va permettre en fait de travailler ce que j'appelle le ratio PR par lien. Alors le PR, c'est une vieille notation en fait de Google, c'est le PageRank. Et donc vous allez pouvoir en fait recanaliser le link juice de votre site et rediriger le link juice vers les bonnes pages de votre site web. Il est aussi très très important d'utiliser le robot.txt parce que je vois beaucoup dans les sites en fait des gens qui mettent les méta no-index. Attention, les balises méta, no-index, no-follow en header de site peuvent ne pas être prises en compte par Google. Donc il vaut mieux s'assurer qu'on a bien désindexé un certain nombre de pages en le faisant directement via le robot.txt. Analyser l'existant. Je vous donne un petit tips. Un petit outil en fait que vous trouvez quasiment gratuitement en ligne qui s'appelle WooRank. Ça va vous sortir un petit diagnostic de votre site internet en une centaine de points clés. Et grâce à ça, vous allez pouvoir corriger en fait ce qui est le plus facile à corriger. Identifier en fait les éléments sur lesquels vous avez besoin de vous améliorer et sur lesquels c'est extrêmement facile pour vous de pouvoir faire ces petites corrections. Pas la peine d'appeler votre agence. Web, SEO, web marketing, ce sont des petites modifs que vous pouvez faire vous-même très facilement. Donc ne pas hésiter à benchmarker son site, et pas que son site aussi, et le site des concurrents. C'est extrêmement important. Donc, comme je vous le disais, corriger rapidement ce qui peut l'être facilement. Voilà, là, j'ai testé un site et le WooRank me dit qu'il n'y a pas de balise Google Publisher, Google+. C'est une balise qui est extrêmement simple à mettre en place, ça prend 20 secondes montre en main. Voilà, une petite modif qui coûte rien et qui va vous permettre d'améliorer la qualité SEO de votre site internet. Monitorez les temps de réponse de votre site web. C'est extrêmement important. Pour ceux qui font beaucoup de veille SEO, vous savez que les temps de réponse du site web ou de votre page web sont extrêmement importantes, sont prises en compte par Google. Et on a déjà vu des sites en fait se faire déclasser de Google, voire se disparaître carrément de l'index de Google parce qu'une page indexée sur laquelle l'agence web avait positionné un énorme JavaScript qui ralentissait l'affichage de la page mettait plus de 8 secondes à s'afficher côté utilisateur. Eh bien, le site dans son intégralité est sorti quasiment de l'index de Google. Pourquoi c'est aussi important? C'est aussi important pour l'expérience utilisateur, parce qu'il ne faut pas oublier que le métier de Google, c'est d'offrir du bonheur aux internautes.
Et ce que Google veut, c'est des internautes heureux. Je tape un mot-clé sur Google, Google me donne le bon site web, je fais ma transaction ou ce que j'ai à faire sur ce site web. En tout cas, Google ne s'est pas trompé. Et donc, Google veut que les internautes soient heureux. Et quand les internautes tombent sur des sites lents, malheureusement, ils sont mécontents. D'ailleurs, 40% des internautes américains disent qu'ils sont prêts à abandonner une page web et leur panier sur un site qui mettrait plus de 3 secondes à s'afficher. Donc, c'est un élément extrêmement important, les temps de réponse du serveur, ainsi que le monitoring de ces temps de réponse. Il ne faut pas hésiter à utiliser le petit outil là. Il est dans sa version gratuite, il s'appelle Pingdom. Dans sa version gratuite, il est déjà excellent. Il y a une version payante, une version premium. Vous pouvez vous y abonner. Ça va vous donner régulièrement par mail, ça va vous envoyer une alerte en vous disant « Aujourd'hui, votre site web, telle et telle page de votre site web ont mis tant de secondes à s'afficher ». Dans sa version gratuite, c'est déjà un très bon outil. Alors dans sa version payante, c'est vraiment le must indispensable. Auditez votre stratégie de netlinking, auditez vos backlinks. Là, par exemple, je vous ai sorti un exemple de quelqu'un qui surveillait pas trop ses backlinks. Il devait avoir un site partenaire en fait qui lui renvoyait un certain nombre de liens. Alors, valeur du lien, on peut en discuter parce que le site, en fait, c'était un seul site. Il avait positionné un lien dans le footer du site. C'était un site dynamique qui avait des dizaines de pages, enfin des centaines de milliers de pages, pardon. Et ce site, en fait, a fait une modif, ce qui fait que les backlinks n'étaient plus identifiés par Google. Quand on a audité, en fait, on s'est rendu compte de cette perte du nombre de pages et du nombre de liens entrants. Et on a identifié, en fait, le site qui avait fait la modif et qui avait supprimé un lien. Et on a pu corriger. Là, par exemple, un autre exemple, vous voyez que sur ce site-là, il s'est passé une petite catastrophe. C'est que le site est passé de 7631 backlinks au 30 septembre à 3126 backlinks le 10 octobre. Non, l'année d'après, le 10 septembre de l'année d'après. Donc, en l'espace d'un an, le site a perdu quasiment 60% de son netlinking. Il ne faut pas penser en fait qu'un site qui perd 60% de son netlinking, le SEO n'en sera pas impacté. Donc, auditez régulièrement votre stratégie de netlinking. Ça ne veut pas dire la travailler, ça veut dire l'auditer, savoir qui fait des liens en direction de votre site internet, quelle est la qualité des liens qui pointent en direction de votre site internet, est un élément extrêmement important. Et pour ceux qui découvrent en fait des liens un petit peu spammy, donc maintenant vous avez l'outil Webmaster Tool, et via Webmaster Tool, vous avez en fait dans Search Traffic, Links to Your Site, vous avez en fait la possibilité de supprimer les liens, en fait, de désavouer les liens auprès de Google en disant non, ce lien-là, en fait, il me semble, enfin, j'ai pas envie en fait que tu considères que ce site-là me fait un lien, et donc vous pouvez désavouer le lien. Faites attention, désavouez pas tout en masse. Faites-le avec parcimonie et ne désavouez pas plus d'un seul lien par jour. Parce que s'il y a une catastrophe, vous ne saurez pas en fait quel est le site qui a causé la catastrophe. Donc si vous devez supprimer un backlink, une seule suppression, et quand je dis même par jour, je suis gentil, une seule suppression par semaine pour analyser l'impact en fait de la suppression. On va continuer sur les règles d'or, et ce que je vois très souvent en fait, c'est des erreurs en termes de champs lexicaux et une problématique en fait de sourcing de mots-clés. Alors je vais vous donner des tips et astuces pour aller chercher les bons mots-clés. Un bon outil que moi j'utilise régulièrement, c'est Ubersuggest. C'est totalement gratuit. C'est une sorte en fait de Google Suggest, mais qui va croiser en fait les résultats de Yahoo, de Google et de Bing plutôt, pardon. Et c'est un outil très pertinent parce qu'il travaille lui aussi en fait par silo sémantique, par champ lexical, et donc vous allez pouvoir en fait classer vos mots-clés par groupe de mots-clés. Bien entendu, un autre élément très important pour faire son sourcing de mots-clés, c'est le Google Suggest. Vous voyez, j'ai commencé à taper machine à laver et Google me propose machine à laver pas cher, machine à laver le linge, machine à laver avec un nom de marque. Vous avez une troisième source de mots-clés, c'est les recherches associées qui se situent en fait dans le footer de Google.
Google vous donne plein d'infos en fait. Donc là, j'ai tapé aspirateur silencieux et Google me dit les gens qui ont tapé aspirateur silencieux, ils ont aussi cherché aspirateur silencieux comparatif, Roventa, puissant, pas cher, etc., etc. Donc faire croiser plusieurs sources de données pour identifier les bons mots-clés, c'est vraiment le postulat de départ d'une bonne stratégie SEO. L'objectif, c'est de créer une liste finale par thématique et de ne pas tout mélanger. Pensez encore une fois à mon histoire en fait de silo sémantique. J'ai un SEO français qui appelle ça le cocon sémantique. J'aime bien aussi l'expression. Donc le cocon sémantique, c'est vrai, c'est extrêmement important. Il faut que les contenus en fait soient vraiment très très verticalisés et regrouper ces mots-clés par thématique de mots-clés est un bon moyen de ne pas se tromper ensuite dans l'arborescence de ces différents contenus rédactionnels. Alors évidemment, en troisième règle d'or, il faut benchmarker. Il faut benchmarker tous les jours parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et donc savoir en fait ce que font vos concurrents sur la thématique, par exemple, mots-clés, j'ai tapé location de voiture, j'ai regardé en fait un certain nombre de sites et je me suis amusé en fait à refaire le même travail que j'ai fait pour mon propre site, à savoir un petit WooRank sur le site de mon concurrent pour savoir en fait quelle était sa notation, qu'est-ce qu'il avait de positif dans son SEO que je n'avais pas, un petit benchmark de sa stratégie de netlinking pour voir est-ce qu'il avait plus d'autorité de domaine que moi, si oui, pourquoi, quels étaient les sites qui lui rapportaient énormément de valeur en termes d'autorité de domaine via la stratégie de netlinking. Donc s'analyser soi-même c'est bien, mais la problématique en SEO, c'est qu'on fait aussi ça pour les résultats de Google et qu'il y a 10 places à partager. Donc, il faut aussi analyser régulièrement les sites de ses concurrents. Là, je vous ai mis une capture d'écran d'un outil en fait, que beaucoup de SEO connaissent, c'est Moz. Moi, c'est mon outil de prédilection. Je fais chaque matin une demi-heure de Google Analytics et une demi-heure de Moz.com. Donc, Moz, c'est ce qui vous permet en fait, d'analyser. C'est vraiment le meilleur outil SAS, SEO pour moi, à ma connaissance, aujourd'hui, sur l'analyse en fait, des sites. C'est pas très cher. La version personnelle, en fait, je crois qu'elle démarre à 99 $ par mois, donc c'est pas excessif, c'est pas inabordable. Il n'y a pas de risque industriel pour l'entreprise que de se payer une licence Moz à 99 $. Et c'est vraiment très très riche d'enseignements. Donc là, ici, en fait, sur ma requête location de voiture, j'ai demandé à Moz, donne-moi l'autorité de domaine des sites qui sont extrêmement bien positionnés. Et on voit que l'autorité de domaine, qui est la colonne, la deuxième colonne en partant de la droite, là vous avez la notation en fait de l'autorité de domaine. Vous avez l'autorité de la page, à savoir en termes de contenu, comment Google identifie cette page dans mon champ lexical. Est-ce qu'elle est pertinente? Quelle est la landing page choisie par Google pour positionner le site XY sur location de voiture? Et donc, quelle est la valeur intrinsèque de la page? Vous avez aussi, sur la dernière colonne, le nombre de backlinks en fait, qui repointent sur cette page. Alors, c'est quelque chose à prendre au... Bon, c'est la seule colonne que je ne regarde pas vraiment parce qu'il y a une différence entre la volumétrie totale de netlinking. Il y a aussi une différence entre ce qu'on appelle les liens de type d'IP de classe C, c'est-à-dire en fait des liens qui proviennent véritablement en fait d'un système d'hébergement totalement différent. Parce qu'il y a quelques années en SEO, on avait l'habitude de bourrer un serveur avec des blogs WordPress par exemple, de les bourrer de contenu et de faire des grosses stratégies de netlinking en direction d'un monosite qui lui n'était pas sur le même serveur. Or en fait, tous les contenus qu'on avait positionnés, pour des raisons de facilité évidemment, on avait positionné en fait tous les blogs sur un seul et même serveur. Donc valeur en termes de quantité globale de backlinks, il y en avait énormément. Par contre, valeur intrinsèque de la stratégie de netlinking, ce qu'on appelle par route domaine, c'était beaucoup plus faible. Donc attention, la dernière colonne, elle est un peu piégeuse. Un autre outil que je vous conseille d'utiliser, SEMrush. SEMrush, c'est génial pour tester son propre site et le site de ses concurrents. Ça vous donne tout. SEMrush, c'est vraiment la Bible en fait quasiment des softs de SEO pour n'importe quel SEO qui se respecte. C'est très riche d'enseignements. Ça vous donne la volumétrie de mots-clés positionnés, ça vous donne la ventilation de mots-clés positionnés par position dans l'index de Google. Donc on voit ici en fait sur
quand un graphique est coupé en 3, le bleu clair, c'est les mots-clés positionnés de la première à la 5e position de Google, le bleu foncé de la 5e à la 10e position, et ce qui est un petit peu plus foncé, bleu foncé, c'est les mots-clés qui sont présents sur la 2e page de Google, qui représentent un intérêt très moyen en termes de trafic, mais qui font partie de votre socle, de vos fondamentaux, de votre... vraiment la base en fait de votre SEO. Il ne faut pas considérer que des mots-clés positionnés en 2e page n'ont pas d'intérêt. Ils ont un intérêt aux yeux de Google, c'est qu'ils participent aux fondations et c'est eux qui supportent et qui doivent supporter le positionnement de pages positionnées beaucoup plus haut dans les SERP. Donc SEMrush, c'est un bon outil, c'est pas très cher non plus. Donc pas de risque industriel pour l'entreprise, c'est vraiment à partir de 50 ou 60 $, on a la première version qui sert amplement à une utilisation quotidienne pour quelqu'un qui n'a pas une agence et 1500 sites web à gérer. Une dernière, on va passer maintenant à ce qui va se passer le 21 avril. Qui fait un peu de veille SEO, ou beaucoup de veille SEO, et qui a entendu parler de cette mise à jour de l'algo du 21 avril? Oh, il y a de la veille, hein, c'est beau, c'est beau. Donc le SEO intéresse beaucoup la communauté du marketing digital français. Effectivement, le 21 avril, il va y avoir une grosse mise à jour de l'algo de Google. Et Google, comme à son habitude, fait un petit peu de marketing de la peur. C'est que les premiers communiqués de presse qui sont sortis de la part du staff, en fait, report spam de Google, étaient effrayants. J'ai cru que la moitié du web allait disparaître de Google, c'est pour vous dire. Alors, ce qui va se passer, en fait, globalement, c'est ça. La compatibilité mobile sera officiellement un critère de pertinence du moteur mobile de Google et pas de la version desktop de Google. Donc, quand vous allez sur Google version mobile, vous voyez qu'il y a une différence. Donc, la compatibilité mobile sera officiellement un critère de pertinence de la version mobile de Google à partir du 21 avril prochain, et ce, dans le monde entier. Alors, ce qui embête aussi beaucoup les SEO, c'est que c'est la première mise à jour de Google qui va être répercutée de manière worldwide. Toutes les autres mises à jour, les pandas, pingouins, on a eu la chance, en France, d'avoir des sites aux États-Unis qui ont été impactés par ces algos, ces mises à jour de l'algo, et on a pu rectifier, on a pu modifier vite nos stratégies SEO pour nos sites français. Et ben là, c'est plus embêtant, c'est qu'on n'aura pas le temps de le faire. C'est que le 21 avril, la mise à jour de cet algo, elle va être worldwide. Ce qu'il faut savoir, c'est que 50%, c'est la stat donnée par Google, 50% des requêtes qui sont effectuées quotidiennement sur Google, 50% d'entre elles sont effectuées à partir d'un device mobile, une tablette ou un smartphone. Donc ça va impacter, cette mise à jour en fait n'impacte que cette version-là, hein, la version mobile. Donc pas d'inquiétude pour la partie desktop, ça ne sera pas impacté du tout. Et voilà ce qu'on voit en fait quand on interroge Google en version mobile. Alors comme VisiPlus est à Nice, j'ai fait une requête extrêmement géolocalisée. J'ai tapé Hôtel Cannes. Et quand on tape Hôtel Cannes, voilà les résultats en fait qui remontent sur la dernière partie. Et regardez en fait sur les résultats, ce qu'on voit, c'est que Google a rajouté en fait en gris foncé une petite aide pour l'internaute. Il dit site mobile friendly. On voit que le deuxième résultat, hotelacannes.com, lui n'a pas cette petite mention. À n'en pas douter, on refait la requête le 22 avril au matin, Hôtel à Cannes a disparu. C'est sûr et certain. Alors, est-ce que pour le moment, moi je me suis posé une autre question, est-ce qu'il y a un impact côté utilisateur? Est-ce que l'utilisateur est assez informé pour cliquer ou non sur le résultat si lui, il fait cette requête, donc à partir de son device mobile, est-ce qu'il va cliquer ou pas sur le résultat? Je me suis posé la question et on a fait un petit test. On a une petite machine chez VisiPlus qui s'appelle en fait une machine d'eye tracking. On a testé, pour le moment, sur le panel d'utilisateurs et on est nous dans nos locaux, en fait, on partage nos locaux avec beaucoup d'entreprises. Et donc j'ai demandé en fait non pas aux gens de VisiPlus qui sont très alertes sur ces phénomènes-là, j'ai demandé en fait à des boîtes qui ont plutôt des gens qui ne sont pas très alertes sur la problématique du marketing digital, et je leur ai fait tester en fait ce résultat. Il y a zéro différence en termes de CTR, en termes de taux de clic entre la version mobile ou non.
Donc pour le moment, pas d'impact côté utilisateur. Les utilisateurs n'ont pas encore pris en compte en fait qu'ils allaient aller sur un site qui était pas ni responsive ni une version mobile. Donc, en tout cas, Google le prend en compte. À partir du 21 avril, il faut le savoir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dès à présent? Il faut tester votre site. Alors là, on ne peut pas dire que Google ne nous a pas prévenus parce qu'il a envoyé des mails et des mails et des mails et des mails depuis le mois de février. Il a prévenu tout le monde via Webmaster Tool. Il a même envoyé un mail un petit peu plus carabiné en disant « Attention, on a détecté que sur votre site, il y avait beaucoup de problèmes en fait, liés à la version mobile. » Donc vous avez une URL pour ça qui est google.com/webmaster/tools/mobile-friendly. Je vous invite à tester votre site. Et voilà le résultat. Si votre site passe le test, et donc Google vous dira ouais, génial, le site est mobile-friendly. Si le site ne le passe pas, ça va vous donner un petit message d'alerte. Ça va vous dire non, désolé, monsieur Lucien Barrière, votre site n'est pas mobile-friendly. Et ça va vous donner des tips et astuces. Ce qui est plutôt sympa de la part de Google, c'est qu'en plus, il vous accompagne quasiment pas à pas. Il vous donne plein de tuyaux en fait, pour rendre votre site mobile-friendly. Alors, une chose à faire qui est extrêmement simple et un conseil que je vous donne pour ceux qui n'ont pas du tout de version mobile, il y a quelque chose à faire qui est très simple. Et pour le coup, on me dit souvent, les agences SEO, vous faites le marketing de la peur. C'est pas à moi que je vais rapporter du business, c'est à votre agence web. Demandez-leur d'installer Bootstrap et de bootstrapper votre site. Bootstrap, c'est un framework CSS, JS inventé par les équipes de Twitter. Ça permet de faire du responsive web design en quelques lignes d'HTML. Un stagiaire, chez vous, dans votre boîte, peut rendre votre site responsive web design en 15 jours via Bootstrap. Il n'y a pas de code, c'est ultra simple à faire. Donc, la réponse, tout de suite, si mon site ne passe pas le test, j'ai 15 jours, enfin maintenant un peu moins, j'ai quelques jours pour passer mon site en responsive avec Bootstrap. Les critères de Google concernant les mobiles sont le suivant. Pas de technologie, pas de flash par exemple. Bon, c'est une vieille problématique, le flash. Les opérateurs en fait d'OS, de systèmes d'exploitation type Apple pour iOS et Google pour Android disaient que le flash était un bouffeur de batterie. Et c'est pas faux, en tout cas c'est même totalement vrai. Donc beaucoup en fait de systèmes d'exploitation mobile en fait n'acceptent pas le flash. C'est normal. Et donc bon, ça fait partie de la problématique. Pas de flash, du texte lisible sur un terminal mobile sans utiliser le pinch. Le pinch avec les deux doigts, c'est pas la peine. Normalement, un site responsive web design doit pouvoir être lisible sans pincher. Un contenu lisible sans scroller de façon horizontale ou sans zoomer. Et enfin, des liens suffisamment éloignés dans le menu pour ne pas se tromper quand on clique. C'est quand même des fondamentaux de l'ergonomie et de l'UX d'un site mobile. Donc on n'est pas extrêmement surpris par ce que Google nous dit. Donc ce qu'il faut retenir de cette mise à jour, pas d'inquiétude, la mise à jour ne touche que la version mobile de Google. La version desktop ne sera absolument pas impactée. La mise à jour se fera et sera propagée dans le monde entier. Donc ce qui est un petit peu embêtant, c'est voilà, comme je vous l'ai dit, on n'aura pas le temps de corriger. Un autre élément très important, c'est que Google en fait parle de mise à jour page par page. Et c'est pas le domaine en fait qui va être impacté. C'est la page qui est positionnée en fait sur le mot-clé donné. Donc il va falloir en fait vérifier sa stratégie de référencement SEO, faire un audit de positionnement SEO et vérifier en fait que les pages qui sont positionnées sont bien en fait mobile friendly ou pas. Seules les pages qui ne le sont pas seront impactées. À titre d'exemple, une requête faite sur votre nom de marque va donner en fait un résultat. On n'est pas dans la même problématique. Là, Google en fait parle vraiment des pages internes du site liées à des requêtes d'internautes et les requêtes brandées, a priori, même si on n'est pas le 21 avril, je pense qu'elles ne seront pas impactées. Il est impossible qu'une marque en fait disparaisse complètement de l'index de Google. Et donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est ne pas s'affoler, parce que l'ensemble des méthodes peuvent permettre de sauver la situation. Donc, l'idée, c'est évidemment au mieux d'avoir une expérience riche, une véritable expérience mobile, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez faire en fait une version d'une simple page, ça suffira amplement, et utiliser tout ce qu'il est à votre disposition. Donc, soit une version mobile avec une redirection, soit une détection JavaScript du user agent,
soit carrément changer l'URL, donc passant de www.monsite.com à mobile.monsite.com. Ça suffira amplement à ne pas disparaître en fait de la version mobile de Google. Et là où je suis un petit peu triste, c'est que pour les gens en fait qui font un petit peu du UX, un petit peu d'expérience utilisateur et qui aiment bien associer le SEO à l'UX, quand on s'est cassé la tête à faire un site en responsive web design, je suis un petit peu triste de voir que Google a dit qu'il n'y aurait pas de prime pour les sites en fait qui ont fait l'effort de réfléchir à une véritable expérience utilisateur mobile. Donc pas d'impact positif pour les gens qui ont un vrai site en responsive web design. C'est un petit peu dommage, je trouve, et c'est pas malhonnête de la part de Google, mais ils auraient pu quand même donner une prime aux gens qui ont fait l'effort de proposer une véritable expérience utilisateur sur un device mobile, que ce soit une tablette ou un smartphone. La boîte à outils, je vous en ai parlé, je vous ai donné quelques outils qu'il faut absolument avoir. Donc les meilleurs outils, Moz, SEMrush, Ahref. C'est à minima les 3 outils qu'il vous faut dans votre trousse à outils de responsable SEO, ou en tout cas si vous êtes en charge du SEO, ahref.com, moz.com et semrush.com. Donc la bonne attitude par rapport aux outils, attention, gardez quand même à l'esprit que ce sont des outils. Donc ils ne disent pas tout le temps la vérité, il faut essayer de croiser les données. Il existe beaucoup d'outils, sélectionnez les meilleurs, sélectionnez ceux en fait qui vous paraissent le plus opportuns, en tout cas ceux que vous sentez, avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Il y a souvent des versions démo en fait qui permettent d'utiliser la version gratuite. Si vous vous sentez vraiment à l'aise avec l'outil, n'hésitez pas à l'acheter. Les outils ne font pas les analyses à votre place. Donc c'est pas parce que vous allez balancer un crawl Moz sur le site de votre concurrent que tout d'un coup par magie votre site à vous va être mieux positionné. Il ne faut jamais complètement croire les résultats des outils. Il faut toujours en fait avoir le doute. Il faut croiser différentes sources pour éviter en fait de se tromper dans l'analyse. Les données ne servent à rien si elles ne sont pas commentées. C'est pas la peine de balancer en fait le reporting de Moz à des gens de votre staff qui comprennent pas le SEO. C'est du chinois, hein, donc il faut commenter les résultats. Sans analyse en fait, sans un regard sur les résultats de l'outil, honnêtement, balancer les benchmarks de SEMrush, Ahref ou Moz à votre staff ne servira pas à grand chose. Et les outils sont aussi vraiment uniquement des outils d'aide à la décision. Ils ne feront pas le boulot à votre place, mais ils vont juste vous permettre en fait d'avoir une idée un petit peu plus précise sur l'optimisation de votre stratégie à venir. Je crois que j'ai fini. Et donc, si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour échanger, partager. Pas de questions SEO. Voilà. Merci. Non, c'est une question assez simple. L'URL pour identifier si on est mobile friendly ou pas, c'est passé un peu vite, j'ai pas pu la noter. Je vais vous donner un tuyau. Vous allez utiliser Google et vous allez taper en fait test Google mobile friendly et il va vous donner la réponse. Sinon, je peux vous donner l'URL, mais il faut remonter une dizaine de slides en arrière, ça va être un petit peu compliqué. Mais Google est votre ami, hein. En fait, moi j'avais une question et une remarque sur Porte de Garage. En fait, si on observe bien les 3 premiers, on retrouve Leroy Merlin, La Paire, Castorama. Et en fait, en tant qu'expérience client, on retrouve les parts de marché des différents acteurs de Porte de Garage, alors que le sentiment d'un utilisateur, c'était de se dire Google va nous mettre en face de la bonne offre ou du bon rapport qualité-prix. Et du coup, les acteurs qui étaient des startups innovantes avec des offres ultra compétitives, aujourd'hui semblent ne plus apparaître réellement sur les premières pages et on retrouve en fait les parts de marché classiques, des acteurs classiques qui ont des moyens de se payer du SEO et d'analyser la stratégie de Google. Et oui, malheureusement, c'est tout à fait vrai. Il faut le reconnaître. Alors, pourquoi je vous ai mis quand même l'exemple Rankin page 1, c'est que quand on se bat en fait sur ce type de mots-clés, il y a une très très grosse différence entre la première et la deuxième position. À titre d'info, c'est une stat que je n'avais pas donnée et je voulais vous la donner.
Google a dit, il y a à peu près un an, que le taux de clic sur les 3 premiers résultats en naturel était de l'ordre de 58%. C'est-à-dire que, on va dire 60% à la louche. 6 internautes sur 10 ne feront que cliquer sur les 3 premiers résultats de la page. Tout le reste, si vous êtes en 10e position, si vous êtes sous la ligne de fold, la ligne de fold, c'est la ligne sous laquelle en fait il faut scroller pour. Si vous êtes sous la ligne de fold, le CTR est de moins de 6%. Donc il faut se battre sur des mots-clés hyper compliqués. Et effectivement, je reconnais que c'était un peu la facilité, mais le challenge en fait, c'est d'avoir la première position. Et ils l'ont eu, pas sur une page produit en fait qui avait peu ou pas de sens pour l'expérience utilisateur. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'était l'optimisation de la stratégie de type digital brand content. Ce qu'ils ont fait, c'est un tutoriel. Et ça a de la valeur. Ils sont positionnés effectivement sur le terme porte de garage, mais avec une page qui avait du sens en termes d'expérience et qui était assez positive pour l'utilisateur. Et c'est ce que j'ai retenu. Moi, je me suis dit, la marque en fait qui a pris le temps de me faire un dossier thématique pour pas me tromper dans ma porte de garage, elle mérite que ce soit chez elle que j'achète ma porte de garage. Et je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Ce que je voulais vous dire, c'était symboliser en fait vraiment cette réflexion sur le contenu éditorial, informatif, informationnel. Et ils ont fait un effort conséquent. Effectivement, ça nécessite des moyens. Les équipes SEO de Leroy Merlin, ils sont nombreux. Hein. Il n'y a pas qu'un seul type. Donc, mais en tout cas, c'était cette réflexion-là, en fait, dans sa globalité, que je voulais vous transmettre. Et l'idée, en fait, c'est que vous n'êtes pas tous à chercher un positionnement sur des mots-clés ultra complexes, ultra mass market, avec des volumétries de trafic de psychopathes. Donc, vous pouvez aussi, vous avez dans toutes les entreprises, j'ai souvent trouvé en fait des trésors de guerre en termes de contenu. Mais des trésors, des bibles, des bouquins, des PDF. Alors quand la boîte a un petit peu d'ancienneté, j'ai trouvé et j'ai demandé aux gens mais pourquoi c'est pas numérisé en fait? Pourquoi vous mettez pas ça sur Internet? Ah ben on n'y a pas pensé. Bah, vous avez dans toutes vos entreprises des trésors de guerre en termes de rédaction, en termes de contenu, en termes de valeur ajoutée pour l'expérience utilisateur. Regardez. S'il faut utiliser en fait des outils de gestion électronique de documents, mais la problématique n'est pas là. Je suis sûr qu'en interne, vous avez fait des docs qui ont permis à la montée en compétences de collaborateurs. Ces docs-là, en fait, réfléchissez-y, ils sont plein de valeur. Et voilà quelque chose qui permet à une entreprise, sans alourdir les coûts, digitaliser une partie du contenu qui a déjà été produit par le passé, le remodeler à la sauce web, un petit peu moderne, 2015, des images, une bonne expérience utilisateur, ça a du sens et ça n'a pas un coût qui est astronomique pour une entreprise. J'espère avoir répondu à votre question. Plus de questions? Madame? Ça n'a rien à voir avec Oui, excusez-moi. Je disais donc que ça n'a peut-être rien à voir avec votre présentation, mais j'aurais voulu savoir en tant qu'expert que vous êtes... Merci. Qu'est-ce que vous pensez du SEO négatif? Alors, le négatif SEO, c'est un vaste débat. On est à la frontière entre Vous connaissez les deux techniques en fait de référencement? Il y a deux techniques de référencement. Il y a la technique de référencement qu'on appelle white hat, le chapeau blanc. C'est le guideline de Google en fait. C'est le référencement pour Monsieur tout le monde. Vous montez un blog, vous n'avez aucune expertise en matière de programmation et le guideline de Google, si vous le lisez, normalement, vous devriez avoir un bon SEO. Technique white hat. D'autres techniques qu'on appelle des techniques dites de black hat, techniques du chapeau noir, qui sont des techniques en fait sur lesquelles on essaye d'exagérer soit la puissance du champ lexical pour une page d'un site web, soit l'autorité de domaine, soit l'autorité de la page. Donc il y a des techniques pour ça. Et le negative SEO, c'est un des parents du black hat. Alors effectivement, problème, c'est que le negative SEO, ça marche. Ça marche. Je vous assure que si vous me donnez un petit peu de temps et un petit peu d'argent, je peux vous dégager n'importe quel site de la première page de Google. N'importe lequel. Extrêmement facilement. Avec un peu de temps. Mais
effectivement, c'est un petit peu dangereux. C'est pour ça que je vous dis bien dans les règles d'or, se benchmarker quotidiennement. Comment on peut faire du négative SEO? Globalement, je vais forcer un petit peu le destin et je vais balancer un certain nombre de liens bien pourris en direction de votre site, de sites qui ne sont pas en odeur de sainteté, ni pour Google, ni pour la police française. Pour être très clair. Titre d'exemple. Si vous avez 2-3 liens qui viennent de sites un petit peu louches comme ça, croyez-moi que votre SEO, il va prendre une sacrée bûche. Donc, se benchmarker très régulièrement sur ces techniques de netlinking pour vérifier en fait que personne dans votre dos n'est en train en fait de vous faire du négative SEO, je vous ai donné une partie de la réponse. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui arrive et qui, à mon avis, on est là à la frontière en fait entre et c'est toujours quelque chose que je me suis demandé en fait. Je comprends pas en fait qu'il n'y ait pas j'imagine en fait des mafias russes qui imposent en fait un diktat sur moi je peux dégager en fait ton site de Google si tu me payes pas une rançon. À mon avis, ça va arriver. On n'est pas loin en fait dans quelques années que des gros sites soient menacés par des mafias et qui menaceraient d'exclure le site web de l'index de Google moyennant une rançon. Je pense, si ce n'est déjà pas arrivé parce qu'on l'a pas, ça n'a pas été médiatisé, j'imagine que Fnac.com ne va pas dire bon ben nous on a payé une rançon pour éviter de se faire dégager de Google, ça la fout mal. Je pense que c'est peut-être déjà arrivé, ça n'a pas été médiatisé. À mon avis, on est à l'aube de ce type de bouleversement, donc attention. C'est pour ça qu'il faut analyser, benchmarker. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas et ça fait partie des problématiques. Est-ce que vous avez une autre question ? Question un peu pointue. Les adresses IP des serveurs, est-ce qu'elles sont importantes ou pas? Parce que j'ai des doutes en fait. Le domaine, s'il est bien localisé, est-ce que ça suffit? Ou alors il faut avoir un serveur en France? Ouais, c'est une question effectivement un petit peu complexe qui mérite en fait de se pencher sur la problématique. Il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de règle. Ce qu'il faut regarder en fait, c'est son environnement. Tester, il y a des outils qui permettent de tester si vous êtes sur des serveurs mutualisés. Pour X ou Y raison, on n'est pas tous sur des gros dédiés à 600 € d'hébergement par mois. On peut être effectivement, avoir mis un blog, pourquoi pas, sur un serveur mutualisé. C'est pas ce qui me choque. Il faut tester l'environnement de site qui est positionné en fait sur le serveur. Donc effectivement, impact, oui et non, mais plus en fait non pas sur la notion d'IP en fait, mais sur la notion d'environnement. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, mais c'est un exemple qui est somme toute assez logique. Si demain vous ouvrez une boutique dans une rue mal famée, dans un ghetto, vous allez avoir du mal à montrer, à faire venir du monde en fait. C'est un petit peu pareil. Si Google voit en fait que vous êtes dans une machine en fait qui contient des sites qui sont pas très clean, Google va avoir du mal à vous donner en fait de l'indice de confiance. Et en termes de trust rank, et l'indice de confiance en fait, qui est une notation sur la qualité en fait du site, par exemple dans le trust rank est pris en compte en fait le domaine. Une erreur que je rencontre très souvent, c'est par exemple en fait de ne pas acheter son nom de domaine sur plusieurs années. Un nom de domaine ne se renouvelle pas tous les ans à la même date. Si vous êtes sûr que votre entreprise est là dans 10 ans, eh ben, il faut acheter votre nom de domaine pour 10 ans. Ça donne de l'indice de confiance à Google. Google va voir, en fait, puisque vous avez confiance dans votre boîte et dans votre site web et que vous avez acheté le domaine pour les 10 prochaines années, c'est un élément positif. Donc, tout ça, pour être très clair, il y a 458 paramètres, 458 variables dans l'algo de Google. Il y en a peut-être une ou deux qui sont connues du public. Donc, on est obligé en fait de travailler sur des hypothèses. On n'a aucune certitude en termes de SEO. Et en tout cas, effectivement, sur l'IP, je ne suis pas convaincu que l'IP soit une problématique. Par contre, l'environnement de site hébergé à côté de chez vous peut être problématique. Merci. Ah oui, j'allais oublier effectivement. Cette année, VisiPlus fête son 13e anniversaire.
Donc 13 ans, ça se fête. On va faire notre bar mitzvah. Et donc, on vous offre, pour cette année, on vous offre un diagnostic SEO gratuit de votre site. On va vous dire tout ce qui ne va pas. On ne vous donnera pas l'intégralité en fait, de ce qu'il faut optimiser. On ne fera pas le travail à votre place. En tout cas, on va vous auditer votre site complètement gratuitement et on va vous donner en fait, les éléments qui nous paraissent très bloquants qu'il faut corriger rapidement. C'est totalement gratuit. Ça vous engage en absolument rien. Si ce n'est en fait à aller sur notre site internet et demander en fait via notre formulaire de contact en disant avec un hashtag type Salon e-marketing 2015, je demande mon audit, merci de faire en sorte que Monsieur Jérôme Poyer revienne vers moi. Voilà.